Mercedes, messieurs. Mercedes, deuxième du championnat, avec une troisième place pour Lewis Hamilton et une huitième pour George Russell. C'est en compilant un peu les stats aussi qu'on se rend compte que pour certains, ça pique quand même, la huitième place au championnat pour c'est George le Russell. pire classement depuis Rosberg en 2012, je crois, pour un pilote Mercedes. Oui, parce que c'est vrai que même l'an dernier, avec la voiture horrible, ils s'étaient beaucoup mieux classés au championnat. Mais ça fait quand même deuxième, en fait. Encore une fois, on avait déjà commencé à l'évoquer lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais c'est un véritable bilan paradoxal, j'ai l'impression, pour Mercedes, parce que à les écouter, c'est une saison affreuse. À regarder leur perf en piste, c'est une saison pas top. Et à regarder le classement final du championnat, c'est quand même les meilleurs des autres. Regardez le classement, c'est ça, regardez le classement final du championnat, il y a 8 équipes qui sont jalouses, quoi. Donc, c'est vraiment compliqué. Et de toute façon, c'est une saison totalement illisible pour Mercedes. Et je pense que c'est ça qui les inquiète un peu pour l'an prochain, c'est que même s'ils ont beaucoup plus compris où ils vont avec leur voiture et tout, ils savent pas exactement s'ils y vont assez vite, en fait, parce que la voiture était tellement incompréhensible par moment que je suis pas certain qu'ils attaquent la saison 2024 en se disant on sait ce que vaut la voiture. Et je pense qu'ils vont passer plusieurs courses en début de saison à être ultra prudents. À mon avis, typiquement, ils pourraient arriver à Bahreïn et faire un doublé. Je suis sûr qu'ils diraient que franchement, c'est pas génial. Parce qu'en fait, je suis persuadé que jusqu'à la 5-6e course de l'année, ils ne sauront pas exactement où va leur voiture et ils auront peur d'arriver sur les courses qui ont été des exceptions l'an dernier et qui les ont vraiment mis dedans ou des moments où ils ne comprenaient rien. Et je pense que tant qu'ils n'auront pas ce côté rassurant, à mon avis, chez Mercedes, on ne va pas être très serein. Ouais. C'est une affaire de dynamique chez Mercedes. L'an dernier, les dernières, ils étaient presque plus optimistes parce qu'il y avait cette victoire au Brésil et l'espoir de faire enfin fonctionner ce concept zéro pontant. Là, le problème, c'est que cette dynamique-là n'a pas été rendez-vous cette année. On a vu plutôt un déclin et pas de solution miracle trouvée même y compris avec les évolutions arrivées de mi-saison. Et il y a aussi une crainte, finalement, pour l'an prochain de voir Mercedes ne pas revenir là où il se croit, et a raison sans doute appartenir, à savoir le sommet. On a l'impression que Mercedes cherche son identité, mais Mercedes a des doutes sur sa capacité structurelle à revenir à l'avant du classement. Et je pense que c'est ça qui inquiète surtout. Il y a eu du turnover chez Mercedes, ils ont mal géré, à mon avis, le passage au budget plafonné. Donc, l'inquiétude vient du passage du provisoire au durable en ce qui concerne leur perte de performance. Ouais, chez Mercedes, le problème, c'est effectivement cette voiture très instable en termes de pilotage, en termes de performance aussi. Voilà, c'est clair que c'est la première année que Mercedes ne gagne pas un Grand Prix depuis le 2011, je crois. 2011. C'est quand même à noter. Rien à dire quand même du côté des pilotes, même si George Russell a fait une moins bonne saison sur le papier que l'an dernier par rapport à Hamilton, mais les deux se tiennent. C'est les deux qui sont d'ailleurs qui se tiennent en termes de qualif. Ils sont 11 contre 11, donc c'est vraiment l'égalité parfaite en termes de position. Même la position moyenne en course, elle n'est pas très différente entre les deux. Hamilton un peu plus devant parce qu'il a 6 podiums quand même contre 2 à Russell, donc voilà, c'est un peu c'était l'année dernière, c'était Hamilton qui se sacrifiait un peu pour les tests. Cette année, il a décidé de remettre un petit coup de collier pour montrer un peu qui était le patron, je pense aussi. Donc c'était important pour lui de s'affirmer. Une très belle 3e place au championnat d'ailleurs, qui lui vaut un joli trophée de la FIA qu'on attend toujours de savoir où il est. On a mis une petite update quand même dans l'après-midi, effectivement, de ce trophée qui a été retrouvé par un participant qui était invité par la Fédération automobile d'Azerbaïdjan, qui a apparemment, il y a eu un quiproquo sur le fait que Hamilton lui aurait pas donné pour lui donner, mais lui confier juste pour qu'il se fasse rapatrier à l'usine ou chez lui, effectivement. Donc voilà, sauf que cette personne a quand même effacé son compte Twitter. Donc donc beaucoup ont cru que effectivement il avait cherché à disparaître avec le trophée. Alors, voilà, est-ce qu'il a cherché à disparaître avec le trophée, ou est-ce que justement il voulait plutôt éviter le torrent de messages qu'il devait se prendre en privé et autres sur ce qu'il aurait fait, c'est-à-dire un vol de trophée. Donc moi, je pense pas. Je pense que quand on commence à s'afficher sur les réseaux en disant que en photo tout ça, je pense qu'il devait être de bonne foi. En tout cas, on peut le croire. Donc j'ai pas envie non plus de donc ça, c'est vraiment pour le petit aparté là-dessus.
Après, avant de passer à Ferrari, on parlera aussi à l'affaire des Wolf aussi par rapport à la FIA aussi, ça quand même, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, et c'est quand même un petit peu l'affaire qui a secoué un petit peu et qui risque de continuer à secouer un peu l'hiver de la F1, en tout cas du côté de Mercedes. Mais voilà, juste pour revenir effectivement sur Mercedes, c'est une équipe qui arrive quand même en 2024 avec la volonté d'absolument tout changer sur leur voiture, on va parler moteur évidemment, et qui du coup se lance dans l'inconnu. C'est un pari qui peut être extrêmement réussi comme extrêmement risqué, même s'ils ont testé des choses, testé des solutions, testé des pistes de développement. Ils doivent certainement voir un peu plus clair, mais est-ce que l'ensemble du puzzle qui sera reconstitué par les ingénieurs, par le simulateur, ça fera en sorte que il y aura assez de gains? La question reste ouverte. Donc c'est pour moi, ça va être la grosse interrogation de 2024 Mercedes, clairement. Donc, Ça l'a déjà été toute cette saison, malheureusement. C'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que même quitte à tirer le bilan, c'est vraiment ça a été une interrogation tout le long, parce que à chaque fois qu'on a cru qu'ils étaient dans une dynamique, la dynamique s'est cassée dans les 2 courses suivantes. Et moi, j'ai encore en mémoire le moment où ils amènent la voiture avec les pontons, où on se dit, bah ça y est, ils ont l'air de retour, et en fait, d'un coup, t'as un week-end où ça va plus du tout. Et puis pendant 2-3 week-ends, ils sont en dedans, et en fait, ils ont eu la chance d'être toujours aux alentours de la 3e force. En fait, ils n'ont jamais vraiment été nettement seconde force. Ils n'ont jamais vraiment été au-delà de la 3e force. Et à côté de ça, il y a eu Aston devant eux, il y a eu McLaren devant eux, il y a eu Ferrari devant eux. Rarement, de temps en temps, il y avait 2 équipes devant, mais c'est tout. Et en fait, ils ont eu cette chance-là que finalement, c'est eux qui n'ont pas eu, là où Ferrari a eu un début de saison très difficile, McLaren a un début de saison catastrophique, et Aston une fin de saison difficile, et ben eux ont été à peu près au niveau tout le long. Et c'est ce qui fait qu'ils terminent 2e. Mais en fait, faut bien se rendre compte qu'avec une saison de cette qualité-là, si les autres avaient réussi à tout mettre bout à bout sur toute la saison, ils finissaient 5e du championnat, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est quand même assez compliqué pour eux. En tout cas, ça pourrait être compliqué si jamais ils ont une voiture qui n'est pas totalement stable et constante l'an prochain. Et j'ai tendance à penser que malgré tout, il ne faut pas oublier que les pilotes ne sont pas pour grand-chose sur le coup, parce qu'on a quand même un duo de pilotes qui est monstrueux. Moi, je pense que pour faire la petite transition sur les pilotes, à mon avis, Hamilton a retrouvé son vrai niveau maintenant qu'il a fait toute la saison en pensant uniquement à son boulot à lui. On a beaucoup utilisé comme excuse l'an dernier, mais en fait, c'était pas une excuse, c'était réellement que Hamilton était beaucoup trop occupé à faire des tests un peu sacrifices pour savoir ce qui allait passer sur la voiture. Il n'a pas eu à le faire cette année, et il a remontré son vrai niveau, qui était quand même nettement au-dessus de Russell, qui était un peu au-dessus de Russell, qui est quand même un des meilleurs débutants, des meilleurs jeunes pilotes de la F1 ces dernières années. Donc, je pense que du côté du duo de pilote, si la voiture est au niveau, ils seront au niveau et on les retrouvera ce que c'est faire Mercedes. Mais il faut qu'ils arrivent à restructurer l'équipe, il faut qu'ils arrivent à relancer l'équipe. Et c'est vrai que c'est peut-être pas juste la voiture qui va pas, il y a aussi beaucoup de choses, comme on l'a vu, sur l'opérationnel. Et ça, à mon avis, c'est un petit peu plus compliqué à faire sur une intersaison seule. Moi, je suis assez sur les pilotes quand même. Hamilton, il n'y a globalement rien à dire. Il fait une erreur au Qatar. Après, je pense qu'on va être d'accord, on n'est pas là non plus. Enfin, c'est compliqué dans la F1 moderne d'aller pointer chaque erreur, parce que quand les pilotes en font 3 sur l'année et qu'il y a 24 courses, ou 22, on peut largement leur pardonner. Mais Russell, quand même, il a perdu des gros résultats par sa propre faute. Le Canada, Singapour, c'est par des erreurs directes qui n'ont pas été poussées. Donc Monaco aussi, où ils se loupent. Et encore une fois, on pourrait dire oui, mais c'est Monaco sous la pluie. Oui, mais ils n'ont pas été 20 à se louper. Ils ont été assez peu finalement à se louper. Donc voilà. Moi, je mets un petit bémol sur la saison de Russell, qui a quand même pêché à certains moments. Mais moi aussi, mais en fait, je veux pas qu'on mette un bémol, parce que je vois beaucoup de gens qui disent il a été vraiment en deçà et tout. Et non, en fait, Hamilton a été meilleur parce qu'Hamilton a beaucoup plus d'expérience, et je pense qu'Hamilton était beaucoup plus capable de compenser toutes les merdes que la voiture leur proposait, en fait, parce que du coup, eux, ils se retrouvaient à chaque fois avec une voiture qu'ils avaient du mal à comprendre. Et Hamilton, il a conduit tellement de voitures différentes, dans tellement de situations différentes, qu'il est capable de compenser pas mal de ces choses-là. Et Russell, il ne faut pas oublier qu'il a fait 3 années dans une équipe de fond de grille, et c'est sa 2e année dans un top team. Et c'est un petit peu compliqué pour lui encore, je pense, de parer à ce genre de choses. Tous les jeunes pilotes ont un peu cette difficulté-là quand une voiture n'est pas constante. Et je crois que c'est là que la différence s'est faite, parce que, comme tu disais, Franck, en qualif, les écarts sont très serrés. Et en course, malgré tout, Russell fait de beaux résultats. Juste dommage qu'il en vendange 2 ou 3 qui auraient pu être des podiums potentiellement. Les mauvaises langues diront bah non, ça fait sa 4e saison dans une équipe de fond de grille. Enfin, c'est pas bon. Toto Wolff, je dirais ça, pardon. C'est Toto Wolff lui-même qui vient de. Ah oui, on entendra un coup de fouet en même temps.
Parce que il a dû être ravi, hein, Toto, d'apprendre l'enquête de la FIA. Hein. C'était chouette. Un beau point final à la saison. Magnifique. Bon, on sait qu'ils s'aiment pas de toute façon, hein, entre Ben Sulayem et Wolf. On savait que c'était. Mais là, c'était l'occasion, je pense, à saisir pour essayer de le discréditer. Voilà, effectivement, est-ce qu'il y a eu conflit d'intérêt? Voilà, l'histoire vient effectivement d'un possible conflit d'intérêt entre la FOM et la FIA d'un côté, puisque sa femme travaille pour la FOM, mais juste pour le département F1 Academy. Donc de là à ce que Suzy Wolf ait accès à des dossiers confidentiels concernant la F1, les grands prix ou des décisions réglementaires ou autres, je pense pas du tout qu'elle soit dans la boucle. Après, je pense que Wolf est très très bien renseigné, comme beaucoup de patrons d'équipe. Tout le monde a ses sources un peu partout dans le paddock, et ça a été vite classé, on va dire même sans suite, par la FIA. Le problème, c'est que ça a été classé sans aucune explication, sans aucune excuse, sans savoir d'où ça venait, pourquoi ils ont déclenché comme une enquête. Voilà. Est-ce que c'est juste sur le fond d'un article lancé par un magazine qui s'appelle Business F1, qui cite probablement, peut-être à raison, et en tout cas de manière anonyme, des directeurs d'écurie qui se sont étonnés de certaines connaissances de Wolf sur certains dossiers, et du fait que ces dossiers se retrouvaient ensuite directement sur les bureaux de la FOM avant même qu'ils aient pu être débattus entre eux. Enfin, c'est un peu de là d'où vient l'histoire. Donc voilà, et Wolf a été tuyauté auparavant par Sheila Anrao. Il y a eu, Wolf connaît énormément de monde en F1 pour ne pas juste pour ne surtout pas se concentrer, à mon avis, sur ce que peut lui dire sa femme, qui, à mon avis, n'a pas du tout accès à ce genre de dossier. Donc, des accusations très malvenues de la part d'un... Non, même pas malvenues, parce qu'en fait, c'est vraiment une question, c'est la question d'un conflit d'intérêt. Il n'y a pas eu d'accusation de la part du magazine. Simplement, c'est la FIA qui a monté ça quasiment en soupçon de conflit d'intérêt, quoi. Donc, et ça, pour moi, c'est intolérable, quoi. Moi, le problème, c'est que c'est la FIA qui monte ça en conflit d'intérêt. Et ce qui me perturbe énormément, c'est le timing qui fait que Ben Sulayem en parle et la FIA monte ça ensuite. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qui me pose un énorme problème avec cette affaire, c'est qu'en fait, on a l'impression, alors moi je dis mon impression, après c'est pas des faits ou c'est pas des accusations, c'est vraiment mon impression, c'est qu'il y a eu cet article, Ben Sulayem l'a lu et il s'est dit, je pense que effectivement il y a peut-être quelque chose à soulever. Il a fait son tweet parce qu'il a dit, de toute façon je vais en parler, là, c'est son gros problème à Ben Sulayem, il pense que son compte Twitter est un organe de communication officiel, donc il l'a fait en disant, j'ai lancé le département de conformité de la FIA sur l'affaire, et derrière la FIA a dit oui, on a lancé une enquête. Mais en fait, depuis quand le président communique un truc avant la FIA sur un truc légal comme ça? Et de toute façon, même si c'est un truc légal, depuis quand la FIA est censée le sortir de manière publique et via la voix de son président? Et c'est pas la première fois qu'il y a ces telles sorties un peu précipitées de Ben Sulayem, puisque la saison s'était ouverte en janvier-février par les déclarations de Ben Sulayem sur la valeur de la Formule 1, en disant qu'il pensait pas que la Formule 1 valait 20 milliards de dollars alors qu'il y avait des rumeurs de rachat par des fonds saoudiens, et il s'était pris une volée de bois vert de la FOM qui disait en gros, la valeur de la F1, c'est pas ton job, et tais-toi, pour le dire de manière poliment. Et c'était à ce moment-là que Ben Sulayem avait dit, je vais prendre mes distances avec la Formule 1. Je pense pas qu'il ait pris assez de recul, peut-être. Non. Je pense pas qu'il en ait pris tout court, en fait. Ouais. En tout cas, publiquement, peut-être un peu plus, on l'a moins vu, mais il faut pas trop minimiser ce qui s'est passé là, parce que ça peut vraiment être le déclencheur de ce qu'on attend depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est ce fameux championnat parallèle. Et Liberty Media et la F1 aujourd'hui sont tellement forts, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de la F1 sous l'ère de Bernie Ecclestone et Max Mosley qui s'entendaient comme cul et chemise. Là, la Formule 1 a tellement de puissance, aussi bien commerciale que populaire, qu'elle peut se permettre maintenant de se dissocier, parce qu'en fait, rappelons que les équipes ne signent pas avec les équipes, les revenus, ça vient, c'est la FOM qui gère. La FIA ne fait que donner un cadre réglementaire à tout ça. Rien n'empêche Liberty Media d'appeler, ils pourront pas appeler ça Formule 1 parce que le terme Formule 1 appartient à la FIA, mais le fameux Grand Prix One, dont on a souvent entendu parler à l'époque, en 2009 ou en 2008, je sais plus exactement les dates du championnat, des menaces de championnat parallèle. Rien n'empêche maintenant la Liberty Media et les équipes de faire cavalier seul et de se dissocier
de la FIA, pas tellement de la FIA, mais vraiment de Ben Sulayem, qui est un personnage quand même très controversé, qui a quand même envie de donner son opinion sur un peu tout, qui est vraiment le contraire de ce qu'était un Jean Todt. Voilà, certes, on a eu les années Max Mosley, Bernie Ecclestone, c'était un peu Max Lamagouille, et voilà, c'était un peu Bonnie and Clyde, hein, Max et Bernie. D'ailleurs, Felipe Massa s'en souvient encore, si effectivement les soupçons de Crashgate connus avant même la fin du championnat étaient véridiques. Autant avec Jean Todt, ça a repris une direction beaucoup plus claire et séparée, qui n'y avait pas que la F1 à gérer. Oui. Là, MBS, j'ai dit MBS, mais Mohamed Ben Sulayem est tellement content en fait d'avoir accès à ce poste qu'il attendait depuis, il a quand même perdu pas mal d'élections avant d'y arriver, qu'il veut faire son grand président, son grand maître à penser, et que c'est lui qui gère tout ça, qui rappelle que la Formule 1 appartient à la FIA. Ouais, tu n'as que le nom. En gros, c'est comme si tu n'avais que le nom de domaine, que le contenu, ben c'est pas toi qui le fais, donc c'est très dangereux ce qui est arrivé là, je trouve. Je sais pas si ça va être le prémisse de beaucoup plus de choses, mais rappelons que Mercedes s'est quand même réservé les droits d'attaquer la FIA en justice quand même. Hein. Ce qui est normal. Donc, et là, ce serait vraiment un premier pas qui pourrait peut-être que voilà, effectivement, on attendait l'étincelle qui ferait exploser le tout. Donc là, MBS ne devra pas juste se mettre un peu de côté. Je pense que oui, il y a même certains qui penseront à voir comment on pourrait le faire démissionner. C'est vrai que même MBS récemment, il avait aussi fait des déclarations pour dire qu'il verrait bien la F1 revenir en Inde, donc il continue de s'immiscer un peu sur les plates-bandes de médias. Je pense qu'il y a fondamentalement des questions d'ego derrière tout ça. Il est malin, Alex. Il est malin parce que du coup, si Liberty Media s'en va et fait son championnat, il va leur en trouver des circuits grade 1 qui peuvent accueillir la Formule 1. Parce qu'on nous demandait dans le chat qu'est-ce qu'il appartient concrètement à Liberty Media. Les droits commerciaux, certes, mais tous les contrats avec les circuits, c'est la FOM qui les a, c'est pas la FIA. Donc techniquement, si demain la FOM dit on crée un championnat qui s'appellera peu importe comment vous voulez le faire s'appeler, bon, ça pourrait être compliqué avec les équipes parce qu'il y a les accords Concorde où la FIA est impliquée dedans, mais bon, à mon avis, si la FOM crée son propre championnat, les accords Concorde, ils passent par la fenêtre. Donc du coup, la FOM a tous les accords directement avec les équipes, à tous les circuits déjà qui sont sous contrat avec son propre championnat. La question, c'est est-ce que les circuits voudraient accueillir un truc qui s'appelle GP1 ou je sais pas quoi, et plutôt que la Formule 1 qui a quand même un prestige. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À moins de rebaptiser Formule 2 en Formule 1, la FIA n'a plus de Formule 1. Parce qu'en fait, techniquement, là, tu me dis, par exemple, ils le font dans 3 semaines et Bahreïn accueille la première manche du championnat. Bahreïn, tu vas leur dire qu'il y a Verstappen, Red Bull, Hamilton, Alonso et tout, ils seront... ce sera pareil. Après, à partir du moment où, parce qu'il faut oublier que la FIA en fait missionne entre guillemets la FOM pour être son détenteur des droits, je suis pas sûr que la F1 puisse se barrer avec les droits comme ça, comme si de rien n'était. À mon avis, il y a des attaches avec la FIA quoi qu'il arrive, indiscrète ou non, mais la FIA a quand même le pied vraiment dans tous les contrats. Ce qui n'autorise pas pour autant Ben Sulayem à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu vois, tu disais il était moins présent cette année. Dominique Ali a été présent à 19 Grands Prix sur 22. Ben Sulayem était quand même là sur 13 Grands Prix de la saison. Donc c'est quand même, pour quelqu'un qui avait dit qu'il se mettait en retrait... dans les médias surtout, en termes d'interview. On a eu beaucoup oui. entre le... Oui. Heureusement. Ouais. Oui, parce que c'est sa place d'être sur le circuit, discuter avec les promoteurs, avec les instances locales, machin. Il était un peu malade, il est tombé aussi avant le gagnant de la FIA. Il faut comprendre aussi un petit peu tout ce qui lui est arrivé à ce pauvre garçon. Qui a quand même pu aller remettre quelques prix. Ça aussi, franchement, si c'est pas louche, quand même, le truc où on te dit il sera là, après tu reçois un communiqué, ils te disent d'abord il sera pas là, après tu reçois le communiqué qui te dit a déclaré Mohamed Ben Sulayem en marge du gala auquel il était présent, machin, et finalement il te dit je suis là. Oui. Ça fait vraiment, on a essayé de noyer le poisson et finalement Ben Sulayem a quand même eu envie de se montrer. L'interview qui devait avoir lieu avant le gala n'a pas eu lieu, donc on peut évidemment se douter pourquoi, c'est qu'il y aurait eu énormément de questions qui auraient été posées par rapport à l'affaire Wolff, donc il n'y a pas envie de répondre. Et puis au moins Hamilton lui il a porté ses, comme on dit, et n'a pas hésité effectivement à qualifier l'attitude de la FIA d'inacceptable. Il est vraiment rentré dedans, je veux dire, il n'a pas dit beaucoup de mots, ça tient en 2 paragraphes, mais c'est extrêmement fort ce que dit Hamilton. Et le fait qu'il oublie en fait, ce trophée, pour moi, c'était un vrai signe. Pour moi, je pouvais le comprendre comme étant je refuse ce trophée cette année parce que par rapport à ce qui s'est fait. Bon, il se trouve qu'a priori, donnons le bénéfice du doute, c'est vraiment il l'a vraiment confié pour qu'il soit rapatrié. Bon, voilà. Mais si vous regardez la photo de famille de tous les pilotes qui ont été sacrés, qui ont été pris les 2e et 3e places, regardez la photo de famille finale.
Hamilton, c'est le seul qui cache. Il a son trophée en main, comme ça a été demandé. C'est le seul qui le cache sous un de ses bras. On le distingue à peine. Alors que tous les autres mettent leur trophée en valeur. Voilà. Et ça veut déjà tout dire pour moi. Ça avait commencé, l'ère Ben Sulayem, par l'affaire des bijoux, où Hamilton était le premier visé. Et c'était pour asseoir également son autorité, interdire les bijoux en course. Donc, c'est effectivement l'effet de l'amour qui continue encore l'an prochain. Et je pense que de toute façon, il y a un vrai ressentiment parce que Hamilton a réussi à avoir un mot de son médecin pour ne pas enlever ses bijoux. Enfin, en tout cas, 2 d'entre eux. Et au final, je pense que Ben Sulayem n'a pas du tout été content que quelqu'un s'oppose à lui. Et enfin, je pense qu'il y a des vraies tensions entre la FIA et le clan Mercedes, que ce soit Hamilton ou les Wolff. Donc, c'est un peu compliqué. Et pour moi, le problème de Mohamed Ben Sulayem, c'est qu'il a l'air de vouloir être toujours dans le rapport de force et jamais dans la cohabitation. Et là où on voyait un Jean Todt qui cohabitait avec les équipes, enfin, encore une fois, il s'est fait offrir un énorme meuble avec des casques, machin, à la fin et tout. Il y avait une vraie émotion, il y avait un vrai partage et tout ça. Comme il y avait un vrai partage entre les pilotes et le directeur de course à l'époque, puisque c'était Charlie Whiting, et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la FIA s'est totalement éloignée de tout ça, avec un directeur de course qui, lui aussi, est dans le rentre-dedans en disant non, de toute façon, la décision est la meilleure et en gros, les pilotes ont toujours tort. Ou en tout cas, je ne veux pas discuter avec eux si jamais j'ai pris une décision pour les circuits. Et puis, un président de la FIA qui est un peu dans le même état d'esprit, où finalement, dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un, il essaye de s'imposer. Et il faudra qu'ils comprennent en fait que c'est pas son rôle. En fait, tout simplement, le président de la FIA est là pour gérer les choses et pas juste se mettre en conflit avec tout le monde et essayer de dire en gros, de savoir c'est qui domine, comme on dit. Le principe de la FIA, c'est de gérer un championnat, c'est pas de dire on est plus important que la FOM avec les équipes. Donc c'est un peu problématique. Et alors d'un côté, c'est pas mal pour Andretti parce qu'ils ont la FOM de leur côté, mais la FIA de leur côté, pardon. Mais malgré tout, cette ambiance conflit, à mon avis, finira par dégénérer tôt ou tard et à coûter cher aux deux, en fait. Je rebondis sur Andretti parce qu'en fait, si tu relis le communiqué qui dit que qui donne le feu vert, la FIA donne le feu vert, c'est le communiqué, c'est dit après une analyse rigoureuse. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas moyen de dire autre chose que ça ne mérite pas, quoi. C'est tout dans les mots, même dans ce communiqué de la FIA qui dit qu'Andretti mérite sa place sur F1, vont même au-delà d'un simple communiqué de dire le dossier est bon. C'est en gros, on ne comprendrait pas. C'est déjà même sous-entendu que vous ne l'acceptiez pas. Et en fait, c'est ce conflit latent entre la FOM et la FIA, entre les équipes et la FIA, entre les pilotes et la FIA. Ça peut vraiment nous faire notre année 2024. Et après, on va pas rentrer dans le bilan de la FIA parce qu'il nous faudrait une émission spéciale pour ça. Et je suis pas sûr qu'on a envie de discuter autour de la dinde et du marron de Ben Sulayem et des commissaires et de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est un petit point anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, ce qui s'est passé effectivement ces derniers jours avec Mercedes et les Wolff. Ouais, décidément, à mon avis, on va beaucoup en parler de la FIA, la FOM et tout ce genre de petites choses. Et Mercedes, qui devient le porte-étendard de la FOM comme ça pendant cette fin de saison. Mais en tout cas, Mercedes, 2e place au championnat du monde des constructeurs. Ils vont quand même espérer. En fait, ils vont espérer faire mieux l'an prochain, mais pas forcément en termes de place. C'est toujours, on rappelle le paradoxe de Mercedes. Ils peuvent finir 3e l'an prochain en faisant une meilleure saison.